Bonjour tout le monde, je m'appelle Rémi Parabouchemin, je suis étudiant à la maîtrise en psychoéducation et à l'Université de Sherbrooke. Et je vous présente aujourd'hui ma petite série de balados qui va porter sur les stresseurs scolaires à l'adolescence. Ce balado est financé par la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke et par le Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. Aujourd'hui, cet épisode de balado va porter sur l'adolescence, le stress et la santé mentale. On va y aborder plusieurs thématiques, par exemple les liens entre l'adolescence, le stress et la santé mentale, le stress à l'école secondaire, le stress associé aux relations sociales, la résilience et des trucs pour apaiser son stress. Pour discuter de toutes ces thématiques, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir deux experts en stress. Mon premier invité est le Dr. Robert Paul Juster. Il est professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal au département de psychiatrie et d'addictologie et il est aussi chercheur en neurosciences. Dans ses travaux de recherche, Dr. Juster s'intéresse à mieux comprendre le rôle du sexe biologique et des aspects socioculturels de genre dans l'explication des trajectoires qui peuvent mener à être vulnérables ou résilients face aux maladies liées au stress. Il détient notamment une grande expertise sur le stress chronique. Ma deuxième invitée est la Dr. Catherine Raymond, chercheuse postdoctorale au département de psychologie à l'Université du Québec à Montréal. OK. Dr. Raymond a elle-même sa propre série de balados intitulée « Selon une étude » qu'elle co-anime avec l'humoriste P.B. Rivard. Dans ce balado, Dr. Raymond et P.B. Rivard vulgarisent la neuroscience en compagnie d'invités qui ont été spécifiquement sélectionnés pour la thématique du balado. Ce balado aborde des thématiques comme les émotions, la désirabilité sociale, l'orientation sexuelle et évidemment le stress. Comment allez-vous aujourd'hui? Mais super. Ça va bien. Moi, je suis contente de faire un podcast avec mon ami Rob. Moi aussi. Vraiment. Puis merci beaucoup de nous avoir invités à ce podcast-là. J'ai super hâte de discuter de stress d'adolescence. Merci vraiment à vous d'avoir accepté. Moi, je pense qu'on a vraiment un duo et un trio incluant, mais plus un duo de feu pour parler des stresseurs scolaires aujourd'hui. I think so, ouais. Est-ce que vous aimeriez prendre quelques minutes pour parler un peu plus de vos projets, sur les travaux sur lesquels vous travaillez présentement? Oui, présentez-vous. Ladies first. Ben oui, j'y vais. Donc, moi, en fait, je travaille vraiment sur la thématique du stress à l'adolescence. J'essaie de mieux comprendre les raisons pour lesquelles les ados sont plus vulnérables à développer des maladies associées au stress. On peut parler, par exemple, d'anxiété clinique, de dépression, de troubles de stress post-traumatique, etc. Puis j'essaie de mieux comprendre, en fait, c'est quoi les marqueurs endocrinologiques, donc les hormones, puis aussi les facteurs neuropsychologiques. Est-ce qu'il y aurait des fonctions cognitives qui sont altérées chez ces jeunes-là, ainsi de suite. Puis je me suis intéressée dans le cadre de mon doctorat aussi à l'exposition à des événements adverses dans l'enfance. Fait que si on vit, par exemple, de l'abus sexuel, de l'abus physique, etc., est-ce que ça amplifie le risque de développer ces pathologies-là à l'âge adulte? Et si oui, pourquoi? Fait que c'est un champ de recherche qui est plutôt vaste, mais c'est ce à quoi je m'intéresse maintenant. Puis j'ai rencontré Rob, justement, durant ce doctorat en neurosciences il y a de cela quelques années. Maintenant, ça fait quand même un bon 10-11 ans qu'on s'est rencontrés. Ouais. Fait que ça ressemble à ça pour moi. Donc, moi, je suis un neuroscientiste. J'ai été entraîné comme neuroscientiste. Beaucoup de ma recherche s'intéresse sur le stress chronique puis la résilience. Vraiment des populations différentes, particulièrement la communauté LGBTQ+, les travailleurs et travailleuses, les patients psychiatriques. Puis je m'intéresse beaucoup à comprendre les signatures biologiques du stress chronique sur leur corps puis sur leur cerveau. Je m'intéresse un peu moins à l'adolescence, pas parce que je suis pas intéressé, mais parce que c'est une période qui... Je me concentre beaucoup sur les adultes, mais de plus en plus, ma recherche s'intéresse à demander des questions vis-à-vis qu'est-ce qui s'est passé pendant l'adolescence. Puis on a actuellement un projet qu'on mène qui va être chez les ados où on aimerait développer une application pour les jeunes LGBTQ+, qui s'appelle Plus Fier, pour essayer de mieux les outiller pour contre la victimisation puis le stigma. Ouais. Très cool. Vraiment pertinent. Je pense qu'on va vraiment être entre de bonnes mains avec tous les deux pour parler des sujets aujourd'hui. Donc, merci vraiment. Pour la suite des choses, est-ce que c'est correct si je vous tutoie? Ben oui, absolument. J'espère. Puis tu peux m'appeler Rob. Là, Rob, OK. Robert Paul, c'est tout un mouthful. OK, génial, Rob. Donc, je vais d'abord présenter un peu l'origine de ce balado, mais il faut dire que moi, j'ai réalisé mon mémoire à l'Université de Sherbrooke en psychoéducation sur les stresseurs scolaires des adolescents. Donc, 13 adolescents d'environ 15 ans à l'hiver 2021, donc en pleine pandémie, ont été invités à prendre des photos des éléments de leur milieu scolaire qu'ils considèrent comme leur générant du stress ou, de l'autre côté, apaisant leur stress. Fait qu'ils ont pris en photo plusieurs éléments, puis ensuite sont venus en parler lors de discussions de groupe.
Et là, à partir de ces discussions de groupe et des photos, il est sorti différentes thématiques qui vont être un peu les sujets du balado aujourd'hui. Donc, quand même le dire, mon mémoire a été dirigé par Anne-Marie Touga, professeure à l'Université de Sherbrooke, et aussi, c'est un mémoire en Cali. Donc, on appelle ça la méthode photo-voix, utiliser la photographie, les discussions de groupe, pour ensuite, ils ont pu présenter leurs messages finaux, leurs photos au directeur de l'école pour essayer de comme, sensibiliser, inspirer certaines actions. Donc, ça, c'est le contexte un peu sur lequel on va parler aujourd'hui. J'allais te demander c'est quoi les thèmes qui sont sortis, mais j'imagine qu'on c'est pour ça qu'on est là. J'étais comme, c'est quoi les thèmes? Ouais, exactement. C'est vraiment une approche super intéressante. Ben oui, vraiment. Puis en plus, j'ai eu une bourse pour faire une exposition. Alors, en fait, j'ai réalisé un vernissage de l'exposition de tout ce projet de mémoire-là, les photos, les facteurs apaisants, les stresseurs. Fait qu'on a exposé ça dans une école secondaire, puis tranquillement, on va le mettre en ligne également. Wow! C'est vraiment un beau projet, super Très cool. Puis c'est justement, il y a des choses que j'ai découvertes à travers ce mémoire-là, ou ce que j'ai eu à lire, ce que j'ai eu à développer, qui m'a vraiment comme choqué un peu aussi, en quelque sorte. Pourquoi l'école aussi, c'est un milieu incontournable là, pourquoi s'y intéresser, surtout à la période de l'adolescence. Fait que là, je ne veux pas non plus aller trop vite, fait qu'on va aller thématique par thématique, mais j'ai hâte d'entendre qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces thématiques-là. Donc, on peut aborder la première thématique, c'est-à-dire les liens entre l'adolescence, la santé mentale et le stress. Pour réaliser mon mémoire, j'ai découvert que plusieurs écrits scientifiques mentionnent que la période de l'adolescence peut être conçue comme une période de croissance, mais aussi de vulnérabilité. Selon ce que j'ai appris, il y aurait à l'adolescence diverses vulnérabilités qui augmentent le risque de développer des problèmes et des troubles de santé mentale. Durant cette période, en effet, plusieurs études mentionnent qu'une grande proportion des troubles de santé mentale apparaît durant l'adolescence. Je pense qu'il y avait la fameuse citation qui disait 75% des troubles de santé mentale apparaissent avant la mi-vingtaine, mais 50% avant 14 ans. Donc, c'est quand même assez choquant. Pour les vulnérabilités associées à l'adolescence, l'une d'elles, aujourd'hui, nous intéresse plus particulièrement, c'est-à-dire la vulnérabilité au stress. Oui, tout à fait. Et j'ai aussi appris que les événements de vie stressants représentent le facteur le mieux établi scientifiquement, je pense à tous âges même, pour prédire les problèmes et troubles de santé mentale. D'où l'importance de s'intéresser au stress. Donc, Catherine particulièrement, peux-tu nous parler un peu plus de la période de l'adolescence, les vulnérabilités qui y sont associées vis-à-vis un plus grand risque de développer des problèmes, des troubles de santé mentale, et aussi le rôle du stress et des stresseurs dans ces dynamiques? On pourrait en parler pendant 45 heures parce que, tu sais, il y a vraiment énormément de littérature sur ce sujet-là, mais il y a un point intéressant que tu amènes puis qui est tout à fait démontré. C'est vrai qu'à partir de 14 ans, en fait, entre 11 et 14 ans, là, tout dépendant des psychopathologies, on voit une augmentation drastique dans le diagnostic. Non seulement ça, mais ce qui est encore plus troublant, ou en tout cas ce qui nécessite encore plus une lunette particulière à l'adolescence, c'est que quand la première manifestation de la maladie se fait au cours de l'adolescence, elle a beaucoup plus de chances de se chroniciser à travers le temps. C'est-à-dire que si tu fais un premier épisode, par exemple, dépressif à 12 ans, il y a plus de chances que ça réarrive plusieurs fois au cours de ta vie versus si ça arrive pour la première fois vers l'âge de 40 ans ou de 45 ans. À ce moment-là, ça a plus de chances d'être sporadique. Et donc, faut comprendre, tu sais, ce qui se passe au cours de l'adolescence exactement. Puis là, ben, comme tout, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des facteurs qui sont plus psychosociaux, c'est-à-dire l'environnement change chez l'adolescent. Par exemple, il passe du plus vieux de son école primaire au plus jeune de son école secondaire. Ça peut être très déstabilisant pour certains enfants. Tu sais, ça va être un facteur qui est plus psychosocial. Mais il y a surtout des facteurs biologiques qui peuvent expliquer ça, notamment d'un point 1, qui est un des plus importants, c'est que le cerveau est en développement à cet âge-là. Puis il y a 2 régions du cerveau qui sont principalement en déséquilibre à ce moment-là. Je m'explique. Il y a 2 régions qui vont se développer durant ces périodes-là. L'une d'elles, c'est l'amygdale, qui est la région qui va détecter les menaces dans l'environnement. C'est vraiment notre détecteur à stresseurs, c'est-à-dire c'est l'amygdale qui va décider que conduire trop rapidement sur l'autoroute, c'est dangereux, que consommer des drogues en quantité excessive, c'est dangereux, qu'avoir des comportements sexuels à risque, c'est dangereux, etc. Cette région-là est encore en développement, elle ne fonctionne pas de façon très, très adéquate. Il faut attendre à peu près l'âge de 20 ans avant qu'elle soit pleinement développée. Donc, les ados prennent plus de risques, étant donné ce marqueur de vulnérabilité-là. Et un deuxième marqueur qui entre en ligne de compte, c'est que le lobe frontal, qui lui a pour rôle de venir dire à l'amygdale, on se calme le chou, ça va bien aller, on régule les émotions, on est capable de prédire ce qui va se passer un petit peu dans l'avenir, avoir une mémoire prospective, porter attention à ce qu'on fait, etc. Elle aussi est encore en développement jusqu'à l'âge de 25 à 29 ans, dépendant des sexes. Et donc,
il y a des difficultés de régulation émotionnelle qui entrent en ligne de compte. Okay? Donc, on a un cerveau qui est super impulsif et qui a de la difficulté à réguler ses émotions. Si on ajoute ça à un événement de vie qui est adverse, une rupture amoureuse qui est vraiment difficile, par exemple, de l'adversité, de l'abus, un changement de quartier, des déménagements, etc., bien, c'est sûr qu'il peut y avoir un combo qui est propice au développement de certaines pathologies. Okay. Chez certains ados, okay, il y a des marqueurs aussi qui vont venir vulnérabiliser l'enfant et l'adolescent, puis qui vont faire en sorte que, ben, à condition cérébrale égale, ben, il y a un ado qui va être plus à risque de développer la pathologie qu'un autre. Puis là, ben, des facteurs de vulnérabilité, en veux-tu, en v'là, il y en a plein. Ouais. On peut parler de facteurs génétiques, d'exposition préalable à l'adversité, de sexe. Puis on pourra revenir là-dessus, mais les filles sont beaucoup plus susceptibles de développer les psychopathologies associées au stress que les garçons. On peut parler de puberté aussi, okay? Parce que qui parle d'adolescence parle de puberté. Et donc, les hormones sexuelles qui vont se mettre à cycler chez la femme, ça aussi, ça peut venir vulnérabiliser un cerveau. Et donc, bref, c'est un sujet qui est très complexe. Le système de stress, comme tu le dis, a reçu beaucoup d'attention à cet effet aussi, parce que à chaque fois qu'on est stressé, on va venir sécréter certaines hormones qui vont accéder au cerveau, dont le cortisol. Et donc, tu prends un cerveau en développement, la puberté qui entre en ligne de compte, des hormones de stress qui sont sécrétées en quantité abondante chez certains adolescents. Tout ça, ça peut venir vraiment vulnérabiliser cette population-là au développement de psychopathologie. OK, vraiment intéressant. Tu as parlé de stresseurs et de menaces. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, c'est presque la même chose. En fait, tu détectes ton cerveau ou ton mécanisme, ta personne, tu détectes quelque chose qui est potentiellement menaçante. C'est l'amygdale qui fait ça. Qui va être le stresseur, l'élément. Mais en même temps, tu as des stresseurs objectifs, tu as des stresseurs subjectifs. Fait que tu as des stresseurs objectifs qui sont un peu... Tout le monde considérait ça comme stressant, comme un tremblement de terre. Je pense c'est ce qu'on appelle un stresseur absolu. Là. Fait que toute menace réelle à notre survie va activer le système de stress, c'est-à-dire que l'amygdale va le détecter comme étant une menace. Chez les individus en santé, hein, parce que ce système-là aussi de menace absolue, entre guillemets, peut être dérégulé au sein de certaines psychopathologies. Si on parle, par exemple, du trouble de stress post-traumatique, bref, la perception de la menace peut être vécue différemment quand même, mais ça, c'est un autre sujet. Et il y a le stress relatif qui va être là, toutes les situations qu'on interprète comme étant stressantes, comme un examen, une rupture, une présentation orale, etc. Mais c'est la même région du cerveau qui va venir activer le système de stress dans les deux cas. Et ça, c'est l'amygdale qui va occuper ce rôle-là. OK. Est-ce que l'amygdale est plus réactive à l'adolescence? Fait que l'adolescent peut être plus susceptible de percevoir justement des éléments qui peuvent être stressants? En fait, l'amygdale, au cours de l'adolescence, est en développement. Il y a certains facteurs qui peuvent mener à une hyperréactivité de l'amygdale chez les adolescents, notamment le fait d'avoir été exposé à ce qu'on appelle de l'adversité précoce. Fait que c'est un cerveau d'enfants en développement a été exposé à de l'adversité de façon chronique, de façon répétée, ça peut venir altérer la réactivité de l'amygdale et qui s'allume plus fort en percevant certaines menaces, ou encore ça peut même venir moduler le volume, c'est-à-dire que cette amygdale-là va être plus gros chez certains enfants, adolescents ou même chez certains adultes, ce qui fait en sorte qu'il va être plus propice à activer le système de stress dans ce cas-là. OK. Puis si d'un côté, on a les stresseurs, t'as nommé absolus, tout le monde va trouver ça stressant comme un tremblement de terre. De l'autre côté, il y a les stresseurs relatifs. Ce que j'ai compris, moi, c'est que il y a beaucoup plus de subjectivité dans les stresseurs relatifs, où un élément peut être perçu comme stressant pour une personne, mais le même élément ne sera pas perçu comme stressant pour l'autre personne. Ouais. Il y a souvent des stresseurs aussi qui sont plus sociaux. Si tu penses à un tremblement de terre, une guerre, c'est social, mais c'est plus une menace réelle à ton survie. Ouais. Alors que tout ce qui est plus relatif, c'est souvent des stresseurs beaucoup plus subjectifs, beaucoup plus sociaux. La perception que l'autre va avoir de moi. Oui, exact. Je pense qu'on parlait aussi avec le sonolupien, son fameux ciné, donc un élément, les ingrédients du stress, un élément va être considéré comme stressant si ça génère de l'imprévisibilité, de la nouveauté, une perception de faible contrôle ou une menace à l'ego. Ou tout ça. Ou tout ça, exactement. Ou tout le contrôle. Si tu regardes un peu les ingrédients, sont tous un peu le contrôle. Ouais. Alors que menace à l'ego, c'est peut-être plus le contrôle social. Notre personnalité est menacée par quelqu'un qui nous questionne un peu. OK, vraiment intéressant. Je voulais juste mentionner qu'on parlait de l'amygdale. Il y a une étude qui a été faite par Sonia Lupien qui regardait un peu les adolescents qui ont grandi avec des mères dépressives. Puis qu'est-ce qu'elle a trouvé, c'était que ces enfants-là avaient une amygdale qui était plus large, qui faisait en sorte qu'ils avaient une plus grande production d'hormones de stress.
Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est très cool. Puis les hormones de stress, Oui. moi, ce que j'ai appris aussi, c'est justement avec le cerveau à l'adolescence qui est en construction, en formation, en train de maturer, il est plus sensible aux hormones du stress qui, elles, remontent au cerveau. Est-ce que c'est En bien fait, le cas, c'est ou... que quand le cerveau est encore en développement, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 25-29 ans, les régions qui sont encore en développement vont être plus susceptibles de se voir altérées à long terme par la sécrétion d'hormones de stress. Fait que en fait, tout cerveau, même adulte, va recevoir ces hormones-là. C'est juste que leur impact à long terme devrait techniquement être moindre si le cerveau est pleinement développé, d'où la raison pour laquelle les enfants et les adolescents seraient plus vulnérables au stress chronique en général, si on parle d'un point de vue neurobiologique. Ça veut pas dire que le stress chronique chez l'adulte, ça n'a pas d'effet sur la santé mentale. Ça veut juste dire que chez l'enfant, le cerveau va être plus vulnérable à se voir modifié à long terme. Oui. Puis là aussi, je pense qu'il faut mettre quand même une petite nuance, parce que c'est pas le stress en tant que tel qui est néfaste. Au contraire, je pense que le stress, c'est vraiment un mécanisme d'adaptation qui va nous protéger pour favoriser notre survie, mais que là, on est en train de parler de stress chronique ou de stress aigu ou de stress trop intense pendant trop longtemps, qui peut être néfaste, en fait, parce que... Oui, tout à fait. En fait, tu sais, un stresseur, une fois de temps en temps, c'est hautement bénéfique. Là, ça nous donne de l'énergie, ça rend plus créatif, ça aide à trouver des solutions, etc., etc. C'est juste qu'un stresseur qui va être répété à travers le temps chez un individu qui n'a pas les stratégies de coping appropriées pour venir réguler ce stress-là, ça peut favoriser le développement de certaines psychopathologies. OK, excellent. C'est la petite nuance que je pensais qui est quand même importante. Stratégie de coping, on dit stratégie d'adaptation, comment faire face à l'élément stressant, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, puis il y a plein de stratégies différentes. Là, on peut parler de réévaluation cognitive, habileté à communiquer ses émotions, etc., etc. L'évitement. L'évitement. Ça, c'est quelque chose que les adolescents souvent vont faire face, mais c'est pas la meilleure stratégie à long terme. OK. On va pouvoir en reparler à la fin. On va clore le podcast sur justement la résilience et des trucs pour apaiser son stress. On va aussi parler tantôt, on va parler des stresseurs plus subjectifs, donc relationnels, sociaux. Je pense qu'il y a aussi des vulnérabilités. J'avais appris qu'il y avait à l'adolescence une sensibilité accrue justement aux relations sociales, une sensibilité sociale en raison du développement du cerveau. Fait que là, tu as comme plus d'intérêt vers le groupe de pairs, mais en même temps, tu as aussi tout le développement identitaire. En tout cas, on pourra en parler aussi rendu à ce niveau-là, parce qu'il y a comme une interaction de différents éléments au niveau bio-psycho-social également qui entrent en jeu pour mieux comprendre pourquoi ces éléments-là qui sont stressants. Puis en tant qu'adulte, des fois, on va faire « mais c'est pas grave. Tu sais, c'est pas grave, telle personne a ri de toi, mettons, à l'école. » Mais pour l'adolescent, c'est peut-être une autre réalité. C'est à peu près la pire chose qu'on peut dire, en fait, à un ado qui est en train de vivre une situation qu'il trouve difficile. Tu sais, une réponse du type « il y a des enfants en Afrique qui mangent pas. » Tu sais, c'est vraiment la pire chose à faire parce que c'est ultra invalidant là, pour l'adolescent. Puis en effet, pour ce cerveau-là, c'est grave. Fait qu'il faut l'adresser comme étant quelque chose qui est prenant pour l'ado, vraiment. Vraiment intéressant. Écoute, justement, on parlait de stress chronique. Il y a une notion que j'ai apprise où ça s'appelle la charge allostatique. Fait que dans le fond, j'ai appris que la charge allostatique, ça représente le prix que notre corps et notre cerveau payent pour avoir à s'adapter pendant une période prolongée à des défis qui perdurent dans notre environnement, par exemple des stresseurs. Donc, Robert Paul, je pense que la charge allostatique, c'est aussi ton créneau. C'est mon bébé. Qu'est-ce Rob, que c'est? C'est le papa allostatique. C'est vraiment mon dada. En effet, qu'est-ce qui arrive avec des cerveaux où l'amygdale ou le cortex préfrontal devient un peu déréglé, c'est que ça augmente le risque de développer beaucoup de psychopathologies. Donc, beaucoup de conditions comme la dépression, on parle d'une amygdale qui est plus large. Qu'est-ce qui arrive avec le temps, c'est que le cerveau qui détecte toujours des menaces va commencer à produire des hormones de stress, mais aussi va faire un shutdown du système immunitaire, va avoir un effet sur le système cardiovasculaire, va avoir un effet aussi sur le système métabolique. Donc, qu'est-ce qui arrive avec le temps, c'est que plein de systèmes vont devenir déréglés en lien avec le stress chronique. Donc, on parle de maladies immunitaires, de maladies cardiovasculaires, de maladies métaboliques. Puis, on peut mesurer ça avec des prises de sang. C'est quelque chose que je fais beaucoup dans mon laboratoire où on prend tout un bilan de biomarqueurs comme la pression artérielle, la glucose, l'insuline, le cortisol. Puis, on s'intéresse à voir qui a une charge allostatique plus élevée. Puis, comment est-ce que la charge allostatique peut prédire des problèmes de santé mentale?
Donc, jusqu'à maintenant, d'une manière assez systématique, n'importe quelle adversité qu'on voit à l'adolescence est corrélée avec une plus grande charge allostatique. Mais il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de facteurs de protection puis de résilience qui rentrent à l'intérieur de ça, qui intéressent beaucoup de chercheurs, particulièrement aux États-Unis. Parce qu'ils sont complètement fuckés là-bas. Oui, c'est parce qu'il y a plein de marqueurs de charge allostatique chez l'adulte, comme les taux de lipides, le système immunitaire, etc. Chez l'adolescent, est-ce que c'est les mêmes marqueurs qu'on mesure? Ou c'est comment? C'est exactement la même chose, ouais. C'est les barèmes qui vont changer? Les barèmes vont changer un petit peu dépendamment de l'âge, mais en principe, sont tous un peu basés sur des adultes mâles. Okay. Déjà présentent un peu un problème parce que certains biomarqueurs, particulièrement tout ce qui est immunitaire, où les femmes, il y a des différences pour les barèmes ou les thresholds qui sont utilisés. Fait qu'à ce moment-là, dans le fond, est-ce que c'est... Là, c'est vraiment technique ma question, fait que ça n'a peut-être pas rapport, mais est-ce si, mettons, tu veux commencer à étudier la charge allostatique chez des ados, tu te fies à des références de publications qui ont déjà regardé, mettons, un adolescent, je sais pas, son HDL, ça devrait être en temps et temps? Oui, c'est une bonne question. Donc oui, en effet, tu regardes comme un biomarqueur à la fois, puis après, il faut faire le travail de toutes les combiner. Okay, parce que cool. quand on regarde la charge allostatique, on regarde pas juste un biomarqueur, on regarde entre 10 et 20. Donc ça coûte naturellement cher, mais ça donne vraiment un portrait compréhensif de qu'est-ce qui se passe pour la personne. Très cool. Vraiment intéressant. Je vais essayer de reformuler ma compréhension. Est-ce que la charge allostatique, en fait, ce que j'ai compris, c'est que le stress va vraiment te donner l'énergie pour faire face à une menace que tu as détectée. Qu'elle soit vraie ou juste perçue par ta subjectivité, ça te donne l'énergie à faire face pour survivre. Généralement, tu vas faire face soit en combattant ou en fuyant, la fight or flight. Puis il y a un autre système du stress qui, une fois que la menace a disparu, ça va venir réapaiser tout ton mécanisme à l'intérieur de ton corps pour rééquilibrer le tout, parce que là, tu n'as plus besoin d'autant d'énergie. Puis ce que j'ai compris aussi, c'est que justement, pour que ton corps ait l'énergie à faire face à la menace, bien, dans ton organisme, il y a certaines sections ou certaines portions de ton corps, de ton métabolisme qui vont être mis sur pause pour prendre cette énergie-là pour que tu sois prêt à faire face à la menace. Puis ce que j'ai compris, vous me corrigerez parce que je ne suis pas spécialiste dans le stress chronique. Je pense que c'est un peu synonyme stress chronique, charge allostatique, c'est un peu sans que ce soit Ils sont mis ensemble. Exact. Fait que ce que j'ai compris, c'est que quand tu as un stresseur ou une menace qui perdure dans le temps, ton corps va justement générer de l'énergie pour que tu sois de manière comportementale, prêt à réagir à la menace. Mais si la menace ne disparaît pas, ton corps met sur pause différentes sections de ton métabolisme qui sont importantes pour ton bien-être pour faire face à la menace. Mais là, il les garde sur pause pendant super longtemps. Il y a des systèmes qui vont être sur pause, puis il y en a d'autres qui vont être exacerbés. Ouais, par exemple, la conversion du glycogène en glucose, ça va être exacerbé. Fait que dans un des indices de charge allostatique peut être un glucose qui est trop élevé. Mais en effet, il y a d'autres systèmes qui peuvent être mis, eux, sur pause, comme par exemple tout ce qui est digestif. Fait que la sécrétion de certaines protéines digestives peuvent être largement diminuées parce que tu veux garder cette énergie-là pour pouvoir faire autre chose. Fait que c'est pas que tout est ralenti. Il y a certains systèmes qui peuvent être exacerbés, puis d'autres qui peuvent être ralentis. Certains systèmes aussi, dépendamment des communications qu'ils vont avoir avec d'autres systèmes, vont changer. Donc, par exemple, le cortisol, qu'on parle beaucoup, à la base, c'est fait avec le cholestérol. Donc, on va chercher le cholestérol dans la diète si on est dans un état de stress chronique pour replénir ces niveaux. Je pense qu'il y a une distinction qui est assez importante entre qu'est-ce qui est l'homéostasie puis l'allostasie. Donc, l'homéostasie, c'est vraiment tout un ensemble de paramètres qui sont toujours un peu stables. Ouais. Donc, l'acidité de notre sang, notre température, etc. Mais essentiellement, l'allostasie, c'est comment est-ce que notre corps va changer tout l'homéostasie pour s'adapter à l'environnement, qui est une bonne chose, comme on parle de stress étant une bonne chose. Mais quand ça devient vraiment chronique, c'est là que l'allostasie devient la charge allostatique, où il y a certains systèmes qui deviennent tout récalibrés. Puis à un certain moment, il va y avoir un qui va tomber, puis comme un effet de domino, il va y avoir plein d'autres systèmes aussi qui vont devenir déréglés.
OK. Vraiment intéressant, parce que j'ai l'impression que quand on va parler des stresseurs scolaires, ça pourrait être pertinent d'avoir en tête cette notion-là, parce que veux pas, tu es à l'école combien de jours par semaine? 5 jours par semaine, 5, 6, 7 heures par semaine, par jour, pardon. Ensuite, tu vas à l'école pendant de nombreuses années. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Fait que j'ai l'impression que des stresseurs qui sont présents à l'école secondaire, tu peux les vivre possiblement au quotidien pendant de nombreuses années. Fait que je me demande si cette charge allostatique-là est possiblement favorisée, malheureusement, dans le milieu scolaire, selon les stresseurs scolaires qu'on va discuter, en fait. Genre. C'est une très bonne question. Puis à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont spécifiquement regardé l'environnement scolaire. C'est toujours le contexte d'étudiants ou des adolescents dans des contextes ruraux versus urbains, ou des adolescents dans des quartiers défavorisés. À ma connaissance, il y a une seule étude qui s'est vraiment intéressée à les notes scolaires puis l'adaptation à l'école, qui a trouvé que chez les adolescents noirs qui habitaient dans des quartiers défavorisés, ceux et celles qui avaient moins de symptômes externalisants, donc moins de colère, moins d'impulsivité, réussissaient mieux à l'école en termes de notes, mais avaient une charge allostatique plus élevée. Donc, il y avait un coût pour être plus adapté à l'école. Wow. Ça pose des grosses questions. On va justement y rentrer. Ma prochaine thématique, justement, le stress à l'école secondaire. Pourquoi s'intéresser plus particulièrement au stress à l'école secondaire? Bien, j'ai appris, selon plusieurs sources, dont Statistique Canada en 2017 et l'Association américaine de psychologie en 2014, qui énoncent que l'école est l'une, sinon la plus importante source de stress des adolescents. C'est aussi un résultat qui a été réalisé par des études dans d'autres pays. Donc, c'est quand même, c'est pas juste au Canada, c'est pas juste aux États-Unis, malgré que c'est quand même important aux États-Unis et au Canada. Ensuite, il existe dans la littérature scientifique une hypothèse des stresseurs scolaires qui possède divers appuis scientifiques. Cette hypothèse stipule qu'une emphase de la société qui est de plus en plus prononcée sur l'importance des accomplissements scolaires pour l'avenir des adolescents, donc ce que tu réussis, la réussite scolaire, les notes et tout, bien ça, cette importance-là que la société impose ou accorde aux accomplissements scolaires, ça viendrait amplifier le stress scolaire des adolescents qu'ils vivent à l'école, et en ayant un stress scolaire accru, bien, ça augmente le risque de développer des problèmes, des troubles de santé mentale. Donc, je voulais savoir, avec ces résultats-là, que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, on y passe, je pense, plus de temps que dans tout autre milieu quand on est adolescent et même après, mais que ce serait la source de stress le plus important, et on remet en perspective les vulnérabilités de l'adolescence vis-à-vis des troubles de santé mentale, vis-à-vis le stress. Qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre ces statistiques-là, en fait, puis même cette hypothèse de stresseur scolaire-là? On dirait que moi, j'ai une interrogation qui me vient, parce que je me dis, dans ces résultats-là, selon moi, c'est très difficile de départager le rôle de l'environnement scolaire du rôle de l'environnement familial. Je m'explique, la pression qu'on se met à l'école, bien souvent, elle vient du milieu scolaire, mais elle vient pas juste de là. T'sais, elle vient aussi de la pression qui se passe dans le foyer, l'importance qui est mise par rapport à ça, comment on traite les échecs aussi dans le foyer familial. Est-ce qu'on le voit comme un tremplin pour « Hey, ça arrive parfois dans la vie, d'échouer, ça arrive qu'un examen, ça se passe mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réfléchir à ça, pour trouver des solutions ensemble, etc. » versus un parent ou des parents qui vont être plus coercitifs puis venir punir l'échec. Certainement que ça peut venir amplifier l'anxiété de performance. Bref, j'ai l'impression que la problématique est plus large que le milieu scolaire. Puis je pense aussi que l'anxiété du parent vient jouer énormément là-dedans, non seulement la pression que le parent met à l'enfant, mais aussi sa propre anxiété de performance. Puis il y a même des études qui démontrent de plus en plus que l'anxiété de l'enseignant vient jouer un rôle sur l'anxiété de l'enfant, parce que, bon, par un phénomène un peu de contagion émotionnelle, ils se rendent de plus en plus compte qu'il y a des espèces de bulles de stress, c'est-à-dire que les hormones de stress au sein d'une même classe vont être très corrélées, non seulement entre le prof et l'enfant, mais entre les enfants, entre eux aussi. Oui, une certaine contagion qui se produit, puis qui, d'un point de vue évolutionniste, était très adaptatif. Parce qu'il fallait que tu le sentes quand la tribu va pas bien. Ça te met un petit peu aux aguets qu'il y a peut-être des menaces dans l'environnement, puis notre système évolue encore de cette même façon. Fait que j'avais jamais entendu cette statistique-là que tu as nommée un petit peu plus tôt. Ça me surprend pas
de savoir que l'environnement scolaire a un grande incidence sur le stress des enfants. Mais je me questionne quand même à savoir, est-ce que c'est vraiment juste ça? Je pense pas. Je pense que c'est pas mal plus large que ça. Je sais pas, c'est quoi ton opinion? Je suis d'accord. Je pense de l'autre perspective aussi, j'ai un peu peur que comme si, à la base, l'école, c'est vraiment un processus social pour développer les habiletés qui vont te faire une personne qui peut travailler jusqu'à l'âge de retraite, basically. Oui. Donc, tu sais, oui, tu vas développer des habiletés pour avoir des relations, puis faire des bébés, pour continuer l'espèce. Mais à la base, l'école, la fonction, c'est l'éducation dans le but d'un métier. Puis je pense, qu'est-ce qui, malheureusement, un peu pas mal vu, mais qui n'est pas vraiment très bien considéré, c'est à quel point, à cet âge de l'adolescence, les ados, rarement ont une idée qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur vie. Puis je pense qu'on perd un peu ce point de vue. Mais de l'autre côté, j'ai un peu peur que tout l'accent qu'on met sur l'anxiété de performance, il y a un contre-courant qui dit « Ah, on ne devrait pas avoir des notes. Ça devrait être tout basé sur l'effort pour éviter que ça devienne quelque chose de stressant pour les ados. » J'ai personnellement un peu un point de vue que ça, c'est potentiellement dangereux parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'une fois que les ados vont devenir adultes puis commencent à travailler, ils vont pas être très résilients dans le milieu de travail. Donc, il y a comme une balance qui doit se faire entre qu'est-ce qui rend les ados maintenant plus stressés. Est-ce que c'est le fait qu'il y ait un téléphone en face d'eux dans leur classe? Nous, on n'avait pas ça. Ah, mon Dieu, non. Moi, je trouve ça bizarre de voir un ado avec un téléphone qui TikTok, puis tout le reste, là. Ben oui, l'attention divisée, c'est sûr, ils sont beaucoup plus surchargés. Il y a aussi le rôle des médias sociaux là-dedans. Il y a de plus en plus d'études qui montrent que les médias sociaux peuvent avoir une incidence négative chez les jeunes et positive, okay? Parce que ça a aussi des effets positifs. Ça permet d'avoir des connexions sociales, ça permet de trouver des ressources beaucoup plus facilement, ça permet d'accéder à des podcasts comme celui que tu fais en ce moment, puis qu'un ado peut écouter, au sein duquel il peut trouver des ressources. Là. Fait que, ça a du bien et du mauvais, mais ça a aussi du mauvais, dont la comparaison sociale, le fait que, bon, l'ado, sur l'heure du midi, met une photo de lui sur Instagram, puis là, toute l'après-midi, pense au nombre de likes qu'il est en train de cumuler, pourquoi j'ai pas autant de commentaires qu'à l'habitude, etc. Et évidemment, si le cerveau rumine ces informations-là, il est beaucoup moins concentré en classe. Donc, ça peut avoir une incidence sur les performances. Puis là, alouette, le cycle vicieux est enclenché. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont présents de nos jours puis qui peuvent expliquer cette anxiété grandissante-là chez les jeunes. Vraiment. Puis, tu sais, vous avez nommé comment que le milieu scolaire n'est pas nécessairement... Ça peut être dur de cibler vraiment juste des éléments reliés au milieu scolaire parce que c'est quand même multi-domaine, si on peut le dire. Si on peut le dire. Moi, ce que j'ai lu dans la recension des écrits que j'ai fait dans mon mémoire, puis dans mon mémoire en tant que tel, qu'est-ce que j'ai pu ressortir comme stresseur qui revenait, évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent aux notes, l'importance des notes. Pourquoi les examens, les devoirs sont stressants? C'est des stresseurs qui sont nommés. Bien, souvent, ça revient parce que c'est pour obtenir une bonne note. Il y a aussi tous les stresseurs sociaux, les relations avec les pairs. Évidemment, à l'école, tu n'es pas en tutorat privé. Tu es vraiment entouré de pairs. À l'adolescence, on nommait aussi toute l'importance du groupe de pairs qui prend de plus en plus... puis la hiérarchie. Le statut social. Ouais. Ouais. Puis là, en plus, à l'adolescence, c'est un moment aussi ce que tu veux développer, ton indépendance, ton autonomie de ta famille, de tes parents. Fait que tu développes de l'attachement avec ton groupe de pairs. Fait que le développement identitaire aussi rentre en jeu, ce que tu veux trouver ton identité, qui tu es. Souvent, ça va le faire avec les comparaisons sociales. Puis les notes, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que justement, avec tous les changements socio-économiques qui se sont passés dans les, 100 dernières années, on a passé, ce que j'ai lu, je ne suis pas un professionnel dans le domaine, mais ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait tous les changements au niveau de l'économie, une économie de manufacturier de biens qui a été transformée en économie de services. Fait que là, les gens vont trouver des emplois davantage au niveau des services, et les emplois qui, plus vers la formation de biens, où tu n'avais pas besoin nécessairement d'une éducation ou d'une professionnalisation très poussée, ça, c'est moins en demande. Fait que les services sont davantage en demande. Et pour avoir ces emplois-là, il faut que tu ailles chercher une éducation qui est plus prononcée, d'aller te spécialiser, d'aller faire des études postsecondaires. Tandis que dans le passé, tu pouvais juste terminer l'école secondaire, puis tu avais ton emploi, puis c'était comme plus facile, si on peut dire, d'avoir ton emploi avec
une scolarité juste du secondaire. Fait que ce que ça nommait, c'est que ça crée une pression, ça crée aussi de l'incertitude, parce que là, tu as tous les changements, tu as plein d'options aussi maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu veux grandir? Tu sais, la fameuse question qu'on se fait poser. Mais là, versus il y a 100 ans, en ce moment, il y a peut-être beaucoup plus d'options avec la mondialisation, la globalisation aussi, parce que tu peux faire presque plein de choses. Fait que c'est tous des changements socio-économiques qui, à ce que j'ai pu comprendre aussi, peuvent venir augmenter l'importance des notes. De plus en plus, il y a des gens qui vont à l'université comparé à avant, avec justement ces changements socio-économiques-là. Fait que la compétition pour entrer à l'université, soit pour entrer à l'université, soit pour entrer dans certains programmes, est amplifiée. J'ai lu que justement la hausse des demandes avait augmenté à l'université, au Canada puis aux États-Unis, et que même les standards pour l'admission, les standards, c'est-à-dire les notes à l'école secondaire pour justement être accepté à l'université, avaient aussi augmenté depuis 1984, je crois. Ce qui fait aussi que cette hausse de demande-là, ben, les universités n'ont pas nécessairement agrandi leur classe ou multiplié leur classe au même rythme que les demandes d'étudiants qui veulent à l'université. Fait que ça crée un ratio d'acceptation d'étudiants ou d'admission qui est réduit comparé à avant. Fait que ça, je trouve ça intéressant pour nous expliquer un peu aussi, entre autres, pourquoi les notes peuvent être perçues comme importantes aux yeux des adolescents maintenant, peut-être plus que dans le passé. Puis il nommait aussi que maintenant, avec tous ces changements-là socio-économiques, les adolescents avaient moins de points de référence sur lesquels se baser pour prendre leurs décisions puis planifier leur avenir, parce que leurs parents n'ont pas vécu les mêmes conditions socio-économiques. C'est comme un nouveau monde où eux sont un peu dans l'inconnu, fait qu'ils ont moins peut-être de points de référence, de modèles, fait que ça crée de l'imprévisibilité, de l'inconnu. Ça peut créer justement une perception de risque vis-à-vis de son avenir. Puis ce qui ressortait souvent dans mon mémoire, entre autres, c'est que les notes sont vues comme une espèce de sécurité qui te garde des options ouvertes. Tu as un avenir. Qui te prédit ou qui t'offre un avenir peut-être plus prévisible, parce que là, si tu as des bonnes notes, ben, tu sais que tu as plus de chances d'être admis à l'université, tu as plus de chances d'être admis dans le programme de ton choix, tu as plus de chances d'être dirigé vers l'emploi que tu souhaites, d'avoir le revenu que tu souhaites, puis même d'accomplir tes rêves. Je ne sais pas si vous avez voulu rebondir sur ça. Puis, tu sais, je ne suis pas spécialiste, je vous dis un peu, je vous partage ce que j'ai appris. Là, mais... Je pense aussi, juste pour retourner au point de la santé mentale, c'est n'importe quel adolescent qui souffre va peut-être pas avoir les meilleures notes. Tu sais, je pense à un ado qui peut-être s'identifie comme quelqu'un de différent, qui fait face à du stress relié à quelque chose complètement en secret, peut-être n'est pas bien concentré sur leurs examens de mathématiques. Il y a plein de raisons dans lesquelles un ado pourrait pas avoir des notes fantastiques. Puis je trouve que c'est dommage qu'il y ait tellement d'importance mise sur ça, où je pense qu'il devrait avoir peut-être plus d'accent sur le processus puis l'identification d'habilité dans lequel la personne pourrait aller à l'avenir. Je pense que l'école secondaire, il y a beaucoup de places en Europe puis en Asie où il y a beaucoup plus d'intérêt à aligner les adolescents avec des aptitudes qu'ils ont pour des métiers. Quelque chose qui manque un peu en Amérique du Nord où comme tout est une option, puis rien n'est une option. Donc, c'est stressant. Ouais, totalement. Je suis bien d'accord avec les points que vous amenez. Puis, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a un gros effet des pairs là-dedans parce que quelqu'un qui rentre au bac, par exemple, puis qui se dit « Ah, ben, tu sais, je suis au bac, je sais pas, en psycho, je veux rentrer au doctorat en psycho, je vais faire les étapes qu'on me demande, etc. » peut débuter sa session sans faire d'anxiété de performance, mais finir par en faire parce que tu te rends vite compte que tout le monde autour de toi est anxieux. Tu sais, puis ici aussi, il y a une espèce de contagion, tu sais, on absorbe finalement ces émotions-là de la part des confrères, puis j'ai bien la difficulté à réfléchir à une solution adéquate à tout ça parce que, comme tu le dis, on est de plus en plus éduqués. Puis c'est pas rare qu'on n'a pas juste un diplôme, qu'on en a deux. Puis à un certain moment, bref, où est la solution à ça? Je ne le sais pas. Ça ramène vraiment des réflexions, pas juste individuelles, mais d'éducation puis de société, parce qu'en même temps, je le vois que le milieu scolaire, c'est quand même un produit de la société dans laquelle on vit. Ça amène vraiment des questions. En tout cas, je trouve que c'est stimulant au niveau réflexif, mais on n'a pas nécessairement de solution. Mais je pense que juste de nourrir, cultiver les discussions, ce genre de thématique-là, peut éventuellement mener à une sensibilisation, puis éventuellement mener à des changements, des améliorations. En tout cas, il y a quand même
d'autres façons dans la littérature scientifique qui proposent une espèce d'éducation positive ou holistique, où ce que là, oui, tu enseignes les compétences traditionnelles, français, maths, langue, mais aussi tu favorises le développement de d'autres sphères importantes pour le bien-être, pour la santé mentale, pour le développement global, comme la résilience, toutes les habiletés sociales, les questions identitaires. C'est des questions de réflexion, puis il faut en tout cas, je pense que c'est important à l'avoir. Il y a un mot, quand on parle de résilience, que je pense est un mot semblable, qui fait partie de la résilience, c'est vraiment la persistance. Donc, un ado, je vais donner moi-même comme exemple, j'avais pas les notes fantastiques à l'école universitaire parce que j'avais d'autres choses qui se passaient dans ma vie qui étaient complexes, puis j'aurais voulu aller en psychologie clinique parce que c'était ce que je voulais faire, mais j'avais pas les notes. Mais j'étais persistant, je me suis permis de vraiment travailler fort en recherche pour développer une carrière pour moi-même. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent dans le milieu académique, c'est que quelqu'un qui travaille très, très fort peut bien réussir aussi. On parle souvent de monde qui sont doués, qui peuvent faire leurs examens sans étudier trop. Mais tu sais, il y a aussi de l'autre côté le monde qui travaille très, très fort. Puis je pense d'être capable de cultiver cette sensibilité est vraiment quelque chose universellement bien dans mon avis. Tellement, tellement. Puis, tu sais, les parents ont un tellement grand rôle à jouer chez les ados, je trouve, pour aider à cultiver cette idée-là. Tu sais, les attentes parentales, ça a un effet énorme sur le stress puis l'anxiété des jeunes. Puis je pense que si on était un petit peu plus patient puis qu'on prenait le temps, justement, de leur dire « Hey, tu sais, t'es en bas de la moyenne, c'est pas grave. Tu sais, de quoi t'as le goût en ce moment? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Tu veux qu'on aille jouer au soccer? Après ça, on va réessayer. Tu sais, on le refera, puis on va trouver des alternatives. Puis même si tu tentes pas la première année à ton école de rêve ou dans ton programme de rêve, c'est pas grave. Tu sais, il y a plein de chemins qui permettent d'aller au même endroit, tu sais, dans un parcours. Puis c'est important. Ouais. Raison. Puis il y a plein de raisons pour lesquelles quelqu'un peut avoir des notes qui sont pas fantastiques. Je vais me donner comme exemple aussi, encore... je parle de moi-même. J'aime ça. J'ai été diagnostiqué avec la dyslexie quand j'avais 6 ans. Puis j'avais coulé ma première année. Mais j'étais intelligent. J'avais une bonne mémoire. J'ai toujours une bonne mémoire. Parce que je me souvenais de tout ce qu'il fallait dire. C'est juste un certain moment dans l'année, dans la première année, j'étais incapable de lire. Mais j'ai passé quand même. Puis à un certain moment, j'avais vraiment comme amélioré ma lecture beaucoup plus fort que d'autres personnes. Je commençais à avoir toutes les bonnes notes, mais je me faisais un peu victimiser parce que je gagnais tout le temps. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à l'école secondaire? C'est que chaque session, j'avais toujours une note de 79. 1% plus bas que Honor Roll. Puis, ça faisait des années, j'étais comme, mais là, pourquoi c'est toujours le cas? C'est parce que je voulais pas être ciblé. Donc, tu sais, c'est ridicule, mais comme, il y a plein de raisons dans lesquelles on peut... avoir des notes qui sont pas fantastiques, puis ça peut avoir un effet sur notre carrière après. Oui, ton identité, tellement. ton estime de soi, ta valeur personnelle. Puis ça, c'est le gars qui a fini son doctorat avec comme 25 papiers. Fait que quand même... 50. Non, mais tu sais, comme quoi dans la vie, je veux dire... Non, exact. Bref. Mais c'est vraiment intéressant. On va en parler plus quand on va arriver dans la résilience, parce que là, on va parler justement de résilience. Qu'est-ce qui peut être favorisé au niveau des adolescents à l'école secondaire? Puis je pense que c'est ça. Ce qui arrive à l'école secondaire, oui, c'est important pour la suite des choses, mais c'est pas déterminant de manière exclusive de ton potentiel, de ce qui va arriver. Fait que je pense que c'est ce genre d'histoire-là de résilience, puis la famille, qu'est-ce qu'on peut faire avec la famille, parce que c'est un autre milieu incontournable qu'on peut pas mettre de côté, puis juste focuser sur l'école, parce qu'il y avait entre autres dans les stresseurs scolaires la pression académique qui provenait de plusieurs sources, donc l'importance de remplir des attentes, donc obtenir des bonnes notes souvent, qui provenait, oui, de l'adolescent lui-même, de ses pairs, des professeurs, de l'école, mais aussi évidemment des parents qui des fois consciemment ou inconsciemment allaient générer de la pression, soit qu'elle allait être déçue si tu n'avais pas une bonne note, ou qu'elle allait te comparer à la fratrie, donc les frères et les sœurs qui, pourquoi tu ne fais pas plus comme ton frère ou ta sœur qui performe bien, ou tu prends exemple sur... Fait que ça crée de la pression. Fait que c'est des choses que je pense que quand on va parler des pistes de solutions potentielles, qu'est-ce qu'on peut faire dans le milieu scolaire, mais aussi avec l'adolescent, on va pouvoir approfondir un petit peu plus ces aspects-là. Génial. Prochaine thématique, regardez. Okay. On va aborder justement le stress relié aux relations sociales.
Donc, pourquoi la relation sociale? Ben, en fait, une des 3 missions de l'école, la première, c'est instruire. Ils ne sont pas en ordre de priorité, là, mais la première, instruire. La troisième, qualifier pour l'avenir. La deuxième, c'est socialiser. Donc, il y a quand même toute l'importance de socialiser à l'école, développer le vivre ensemble, comment vivre ensemble avec les autres. Donc, on ne peut pas passer à côté du vivre ensemble, des relations sociales dans le milieu scolaire. Donc, un des stresseurs scolaires qu'ils ont nommé, c'est vraiment le stress relié aux relations sociales avec les autres adolescents. C'est un stresseur, évidemment, qui a été trouvé dans d'autres études. Et les participants de mon mémoire ont précisément nommé qu'ils ont une peur constante et omniprésente de se faire juger par les autres adolescents, ce qui les conduit à faire semblant dans leur relation sociale. Donc, ils adaptent leur comportement, ils font des choses pour éviter d'être jugés selon leur perception et pour être acceptés parmi leur groupe de pairs. Donc, par exemple, dans un mémoire, Sarah, non fictive d'une des participantes, a exprimé « Moi, je trouve que la classe, c'est stressant, avec beaucoup de monde, parce que j'ai tout le temps l'impression que tout le monde juge tout le monde, puis la solitude, puis tous les trucs comme ça à propos de l'école, le stress d'être à l'école, justement. » Ariane, non fictive d'une autre participante, a exprimé « Tu rentres à l'école, puis tu connais personne, ben presque personne, puis tu as peur d'être socialisé avec quelqu'un parce que tu penses qu'il va te juger par ta façon de même ou de quoi. » Fait que là, on peut voir que il ressortait du moins de mon mémoire qu'il y avait une peur omniprésente d'être jugé par les autres. Puis là, dans le fond, Catherine, peux-tu m'expliquer un peu plus pourquoi que le groupe d'amis occupe une place si importante à l'adolescence et pourquoi les relations sociales peuvent justement être si stressantes pour les adolescents, par exemple la peur d'être jugé? Ben, c'est une question qui est très large, puis j'ai pas un background en sociaux, fait que je pourrais pas vraiment te répondre d'un point de vue sociologique la raison qui explique pour laquelle à l'adolescence il y a une importante grandissante des relations sociales. Par contre, il y a plusieurs études qui ont mis en parallèle ce besoin-là d'appartenir à un groupe, le besoin d'être dans une hiérarchie qui est élevée au sein d'un groupe durant l'adolescence et les hormones de stress. Parce que, bref, la première étude qui a été publiée sur ce sujet-là spécifiquement, c'est dans le début des années 2000, puis il y a un chercheur qui a mis sur pied un protocole tellement intelligent puis si simple à administrer. Il a donné il a imprimé finalement des échelles sur une feuille de papier, puis il a donné ça aux étudiants puis d'école secondaire, puis il leur a demandé en cercle où tu te trouves selon toi sur cette échelle dans 3 domaines. Le premier étant les notes scolaires. Tu sais, si tu encercles la première échelon en haut, ben c'est que tu as l'impression que tu es en haut de la hiérarchie et ainsi de suite. Donc, il y avait les notes scolaires, il y avait le style vestimentaire et les sports. Okay? Et ce qu'ils ont fait chez ces à peu près 300 étudiants-là, c'est qu'ils ont mesuré aussi les concentrations d'hormones de stress. L'objectif étant de voir c'est quoi qui est stressant pour un ado d'un point de vue biologique. Est-ce que c'est être en haut de la hiérarchie ou c'est d'être en bas de cette hiérarchie-là, tout en gardant en tête que concentration basse d'hormones de stress, c'est pas nécessairement bon. Okay? On veut être dans le milieu, finalement. Au niveau des notes scolaires, ils se sont rendus compte que chez les garçons puis chez les filles, être en bas de la hiérarchie, c'est plus stressant qu'être en haut. Qui est quand même assez intéressant comme résultat parce qu'on a cette préconception-là que c'est ceux qui sont bons à l'école qui sont les plus stressés. Hein, quand on est en haut de la hiérarchie, il faut travailler fort pour rester là, etc. Ça devrait être plus stressant, mais cette étude-là, ils ont démontré que au contraire, le fait de ne pas performer à l'école, ça peut être associé à plus de stress biologique autant chez les garçons que chez les filles. Pour les sports, on voit des résultats qui sont différents selon si on est un garçon ou une fille, c'est-à-dire que pour les garçons, être en bas de la hiérarchie, c'est plus stressant qu'être en haut. Okay? Fait que les gars qui sont pas reconnus comme étant bons au soccer, au hockey, etc., c'est plus stressant pour eux. Et chez les filles, il y a aucune association entre les hormones de stress et l'appartenance à un sport. Puis en fait, moi, le résultat qui m'a le plus impressionné de cette étude-là, c'est au niveau de la hiérarchie du style vestimentaire. Tu sais, à quel point t'es cool, à quel point est-ce que tu t'identifies à un style vestimentaire particulier. Les garçons qui sont en bas de la hiérarchie sont plus stressés. Fait que s'ils sont pas cool, ils sont plus stressés. Puis chez les filles, on voit le contraire, c'est-à-dire que celles qui sont en haut de la hiérarchie d'un point de vue vestimentaire sont plus stressées que celles qui sont en bas. Puis les résultats qualitatifs à ce niveau-là, quand on pose la question à ces filles-là, pourquoi est-ce que tu te sens plus stressée, par exemple, ce qu'elles vont auto-rapporter, c'est que c'est difficile de rester en haut de la hiérarchie. Ouais. Tu sais, quand t'es considéré comme étant populaire et cool, et etc., c'est difficile de se maintenir à ce certain seuil-là. Fait qu'on voit, en tout cas, chez les ados, que le statut social est bel et bien
associé aux concentrations d'hormones de stress. Puis ce qui a été démontré plus récemment, c'est que les médias sociaux aussi vont jouer un rôle très large. En ce sens, il y a même une étude qui a été faite au lab sur laquelle Rob est co-auteur, l'étude de Julie Katia. Ah oui, Morin-Major, ça commence Facebook. à faire. Ouais, l'étude sur Facebook. Puis bref, tu pourrais sûrement détailler les résultats beaucoup plus longtemps que moi parce que c'est toi qui les as analysés. Mais on montrait que plus les ados ont d'amis sur Facebook, fait qu'il y a une association toute simple, plus ils ont d'amis sur Facebook, plus ils vont s'auto-rapporter plus stressés. Alors qu'on pourrait penser que c'est le contraire. Tu sais, plus tu as d'amis sur Facebook, plus tu as de soutien social, ça va bien, mais pas nécessairement, parce que plus tu as d'amis, plus tu as un réseau social à entretenir, plus il y a de gens qui te regardent vivre ta vie sur les médias sociaux, plus ça peut s'avérer stressant chez ces adolescents-là. Puis on se rappelle aussi, c'est un cerveau qui est en développement. Okay? Donc, la régulation des émotions ne se fait pas de façon aussi efficace que chez l'adulte. Puis même chez l'adulte, réguler des émotions, c'est difficile. Là. Puis on a un beau cerveau pleinement formé qui nous permet de le faire. Puis malgré tout ça, ça peut être assez complexe. Donc, un adolescent qui a des difficultés à réguler ses émotions, qui désire adopter un certain statut social dans son milieu scolaire au sein de ses pairs, eh bien, ça peut donner lieu à un certain stress qui est exacerbé puis qui va être plus difficile à réguler en contrepartie. Vraiment intéressant. Tu parles de statut social, tu parles intrinsèquement de comparaison avec les autres aussi. Dans mon mémoire, ils ont vraiment parlé aussi de réseaux sociaux. Puis ils ont nommé que maintenant, justement, ils nommaient que maintenant, avec les réseaux sociaux, justement, tu te compares beaucoup plus avec les autres parce que tu scrolls sur les réseaux sociaux, tu vois les autres qui exposent leur vie, puis toi, tu fais des comparaisons avec toi-même. Puis ça leur générait du stress, mais aussi sous-jacent aux comparaisons sociales puis au statut social. Je pense qu'il y a quand même des gros enjeux identitaires à ce niveau-là. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'à l'adolescence, il y a vraiment une des tâches développementales. La notion de tâche développementale, c'est qu'à chacun des stades de vie, mettons enfance, puis là, enfance est sûrement décortiqué en sous-stades, tu as l'adolescence, tu as le début de l'âge adulte, etc. Tu as des tâches développementales qui sont importantes à accomplir et la réussite d'accomplir ces tâches-là te met en meilleure position d'accomplir les tâches. C'est quoi une tâche développementale? C'est, par exemple, à l'adolescence, il y a la tâche développer son identité. Il y aurait développer son autonomie, souvent émotionnelle, avec ses parents. C'est comme une to-do list de choses que tu dois faire dans ces périodes de développement. Des c'est basé sur Erickson, je pense. Il y a Erickson côté identité, mais c'est aussi Having Gerst. Ah oui, oui. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant de voir les stresseurs scolaires. Moi, dans ma discussion, justement, je fais des liens avec les stresseurs scolaires qui ont été nommés, puis les tâches développementales, comment c'est interrelié. Puis des fois, certains stresseurs scolaires rendent plus difficile d'accomplir avec succès certaines tâches développementales. Et c'est ça, développer son identité, c'est une des tâches, selon Erickson, justement, qui serait la principale tâche à l'adolescence, puis c'est-à-dire de trouver des réponses à « qui suis-je ». Et là là. Exact, question existentielle, c'est pas sûr. Mais tu sais, ça, je veux dire, là, moi, je suis pas du tout dans ce domaine-là, mais c'est pas quelque chose qui se termine à l'adolescence, c'est impossible. Non, exactement. Ça perdure au cours de la vie, mais pourquoi l'adolescence? C'est une période, justement, que tu développes de l'autonomie, de l'indépendance. Fait que là, c'est comme si la société te donnait aussi un accord que tu as le droit d'expérimenter sans qu'il y ait vraiment de conséquences. Tu développes ton autonomie, mais tu n'as pas encore pris des engagements super... tu n'as pas une hypothèque pour un bébé à la maison. Là. Exactement. Puis là, maintenant, avec tous les changements socio-économiques, puis le fait que les jeunes vont à l'école plus longtemps, maintenant, l'adolescence, c'est comme si les tâches de l'adolescence auraient perduré au début de l'âge adulte avec la nouvelle phase, comme une nouvelle transition de vie qui s'appelle les adultes en émergence. OK. Les adolescents, là. Il y a différents noms exacts, il y a différents noms pour ça. Puis le développement identitaire, entre autres, ça perdurait au début, dans le fond, les étudiants universitaires. Pourquoi? Bien, ils ont encore plus de liberté et d'autonomie pour explorer. Puis pour développer son identité, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que tu ailles explorer, tu ailles essayer des choses, tu ailles découvrir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Puis qu'ensuite, avec qu'est-ce que tu as découvert que tu aimes ou que tu n'aimes pas, que tu as pris des engagements. Ah, ça reflète qui je suis, fait que je m'engage un peu plus là. Un choix de carrière, un style d'amis. Implication dans un sport. Le sport, les habits, comment tu t'habilles, tes intérêts, tes passions, un peu tout. Fait que là, ce que je faisais le lien aussi, c'est que veux pas, le jugement des autres, c'est un peu ça. Qui est-ce que les autres, comment les autres me voient, qui est-ce qui pense que je suis. Puis ce que j'ai appris, c'est qu'avec le développement du cerveau,
tout le développement cognitif, psychologique à l'adolescence qui se produit. Il y a justement certaines régions du cerveau qui fait que tu as une sensibilité sociale accrue aux relations sociales, à la vision des autres. Et l'identité se développe en relation avec les pairs. Fait que des fois, tu as des relations dans la classe où ce que les pairs peuvent accepter ou refuser une identité que toi, tu pourrais avoir. Il donnait l'exemple où, tu sais, mettons, le prof, il arrive et dit « Ah, toi, t'es vraiment bon en mathématiques. » Il le dit dans toute la classe, mais tu as des pairs qui peuvent ne pas aimer ça puis se comporter d'une façon que ils n'accepteront pas que cette personne ait cette identité-là. Ben, ils vont juste pas accepter, ils vont se comporter avec des comportements de rejet, de commentaires, de rire, tout ce genre de récompenses ou de conséquences sociales qui vient un peu moduler qui tu peux être, qui tu ne peux pas être, puis aussi, justement, toutes les perceptions potentielles de menaces à l'ego avec le ciné. Puis ça, j'imagine que... en fait, y a-t-il des études qui vont essayer de vérifier les conséquences que ça peut avoir à long terme? Tu sais, si ton identité, justement, s'est fait challenger durant le secondaire ou pas, puis j'imagine qu'il y a des gens qui se font moins challenger à ce niveau-là. Est-ce qu'on sait s'il y a des conséquences à long terme sur le développement identitaire chez ces jeunes-là? C'est une bonne question. Je ne suis pas encore rendu à... Mon doctorat, je vais le porter sur les questions identitaires, cool. Vraiment. Puis là, j'ai commencé... C'est pour ça que j'en parle un peu plus, puis c'est ressorti dans mon mémoire. On parlait des stresseurs scolaires, mais on n'a jamais parlé d'identité. Puis c'est vraiment ressorti naturellement par les jeunes qui ont dit « Ah, mais tu sais, la charge de travail, c'est un de leurs stresseurs. On a l'impression qu'on passe 5 heures par jour à l'école à faire des devoirs, à faire des travaux. On arrive chez nous, on a encore des devoirs à faire. La fin de semaine, on a encore des devoirs. On n'a pas beaucoup de temps avec nous-mêmes. On n'a pas le temps de découvrir nos passions. On n'a pas le temps... Fait que, tu sais, ils nommaient vraiment comment que l'école, avec la charge de travail, ça pouvait représenter un obstacle à apprendre à se connaître. Puis il nommait qu'on pense que l'école devrait davantage nous aider à apprendre qui on est, à apprendre à se connaître, à développer nos passions. Puis il nommait aussi que les pairs, justement, que ça pouvait venir entraîner du stress avec les comparaisons sociales, les réseaux sociaux. Fait il y a quelque chose qui est inné que, oui, les études scientifiques le nomment, mais les adolescents eux-mêmes, ça ressort naturellement dans cette phase-là. Fait que je trouve ça juste comme incroyable. C'est super intéressant. Le fait aussi que dans un bassin social, le monde va développer leur identité basée largement sur l'identité des autres. Donc, il y a comme un processus d'identité sociale qui se développe. Mais à l'intérieur de ça, tu peux avoir du monde qui forme des identités à la cachette. Donc, je pense à des jeunes qui sont peut-être gays ou des jeunes qui sont transgenres. C'est très difficile pour eux s'ils sont très différents que les autres. Donc, quand on parle de non-conformité de genre, donc un gars efféminé ou une fille masculin, c'est souvent ce monde-là qui se fait vraiment comme ciblé par leur père. Mais de l'autre côté, il y a certaines personnes, comme tu peux avoir un gay masculin qui est le jock au football, qui peut-être n'a pas la même expérience. Donc, je pense qu'il y a comme plein d'identités qui sont toutes en train de se former. Puis la place dans laquelle l'importance que la personne va mettre sur certaines identités, dans mon avis, va être largement basée sur le nombre de temps qu'ils vont donner à réfléchir sur cette identité. Ah, wow. Vraiment. Dans mon avis. Oui, vraiment. Ben oui. Puis est-ce que tu as l'impression que le fait d'avoir des identités de genre qui sont, comment tu dis, divergentes? Ouais, gender diverse. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est réellement de plus en plus accepté dans les milieux scolaires ou c'est juste une rumeur qu'on se fait? C'est une bonne question. En effet, il y a plus de jeunes qui sortent maintenant en disant que je suis transgenre ou que je suis gender non-binary ou gender diverse qu'auparavant. On parle généralement de 0,6% de la population, mais pour certains adolescents puis certaines études qui ont été faites, ça a augmenté à 2%. Donc, je pense qu'il y a une plus grande ouverture sociale, donc on parle beaucoup plus. Mais je pense aussi, on parle beaucoup plus de diversité de genre maintenant, dans les derniers 10 ans qu'on le parlait avant. Donc, tant mieux. Je pense que c'est une bonne chose, mais ça reste quand même aussi que c'est pas une bonne expérience pour tout le monde. T'sais, il va y avoir du monde qui vont être vraiment ciblés parce que leur père le voit comme du monde qui peut victimiser. J'imagine que l'environnement a un gros rôle à jouer aussi là-dedans, c'est-à-dire, par exemple, où est située l'école? C'est ça, je veux pas mettre le doigt à la religion, mais on s'entend qu'il y a certaines religions qui sont beaucoup plus
négatifs vis-à-vis la communauté LGBTQ+. Donc, c'est pas surprenant que dans ces milieux-là, les jeunes souffrent beaucoup plus. C'est vraiment intéressant parce que ça revient à un concept que justement je vais étudier dans mon doctorat, c'est l'authenticité en fait, ou le true self, donc qui on est réellement. Fait que cette idée que tu peux être, tu as le choix de te développer dans diverses identités, mais ça ne veut pas dire que toutes ces identités-là que tu peux devenir représentent vraiment qui tu es réellement. Ça revient vraiment même à la Grèce antique où ce que Socrate disait « connais-toi toi-même, deviens qui tu es ». Fait que c'est vraiment des façons de voir ou de concevoir les choses philosophiques qui a perduré. Mais l'idée, c'est que d'être vraiment, de te connaître tes valeurs, connaître tes intérêts, connaître ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, connaître tes passions, d'avoir un sens à sa vie aussi qui est relié un peu à avoir une mission de vie, avoir un purpose, un calling. Puis de savoir qu'est-ce que tu veux faire avec ta vie, qui est intrinsèquement aussi relié à qui tu veux devenir, de connaître ces aspects-là, puis aussi d'être capable de prendre des décisions, des engagements qui reflètent ces engagements-là. Ça favorise en fait le bien-être, tout simplement. Le bien-être, je pense que ça diminue aussi les risques de problèmes de santé mentale. Avec tout cet aspect-là d'authenticité, d'être qui on est réellement, mais de découvrir son identité. En tout cas, moi, ça me passionne parce qu'on dirait que ça te permet ensuite de prendre des choix puis de mener la vie que tu souhaites. D'être dans le bon moule. D'être dans le bon moule, mais un moule qui est propre à toi. C'est juste que comme on nommait l'environnement, il y a quand même des standards, il y a quand même des pressions sociales dans différents microsystèmes comme la famille ou même ta classe ou ton groupe de pairs, mais aussi au niveau juste tous les messages qu'on voit dans les films. Fait que je trouve juste ça intéressant de concevoir différentes problématiques à travers cette perspective-là d'authenticité, d'identité, parce que comme tu disais, les notes, oui, sont importantes pour l'avenir, mais il y a plein de facteurs qui peuvent venir influencer les notes que tu vas avoir à l'école. Fait que des trucs identitaires, mais ensuite, selon qui il y a des risques à être réellement qui on est réellement à l'école, par exemple, avec l'intimidation, l'exclusion aussi. Fait qu'en tout cas, moi, je trouve ça juste passionnant de voir différentes problématiques. Je me demande, qu'est-ce que la société peut faire pour augmenter une favorisation de l'authenticité? Parce que je pense que quand on parle de qu'est-ce qu'on peut faire réellement, comment est-ce qu'on peut booster la résilience, je pense qu'il y a vraiment un dialogue qu'on devrait avoir comme société que, oui, tu sais, l'école, c'est un certain melting pot de social status puis de social status quo, mais le monde extrêmement exceptionnel qui réussissent, tu sais, les Steve Jobs du monde, c'est pas du monde qui avait plein d'amis à l'école, tu sais. D'un certain niveau, on favorise ce genre de standardization du monde, mais de l'autre côté, le monde qui sont exceptionnels, c'est le monde qui sont rebelles, c'est du monde qui sont authentiques à qui ils sont. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser ça pour tout le monde? Ça, je pense que ça serait tellement des bonnes questions à se poser. Et définitivement. Puis je me demande aussi, tu sais, l'école a-t-elle vraiment un rôle à jouer là-dedans? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Ça, c'est des questions. Quel rôle c'est ça. L'école de demain devrait avoir, en quelque sorte? Ouais. C'est, des fois, puis là, je dis pas que c'est le cas pour cette question-là, mais des fois, je trouve que l'école a le dos large. Oui. Tu sais, sur les bref, tu sais, je me dis, c'est ça, j'ai pas de réponse, puis je veux pas partir un débat nécessairement, mais tu sais, j'entends souvent dans les médias, puis aussi dans les discussions d'articles scientifiques, là, tu sais, l'école devrait t'adresser telle affaire, ou l'école devrait... Puis je me dis, ben tu sais, l'école, là, elle a 5 jours dans une semaine. Puis tu sais, on a quand même énormément de contenu à passer à l'école, c'est sûr. Puis je pense qu'il y a certaines facettes hors académiques qui auraient avantage à être plus adressées à l'école pour favoriser surtout les milieux où la famille n'est pas capable de le faire, ne peut pas le faire. Tu sais, comme par exemple, quand on pense à des milieux qui sont beaucoup plus défavorisés, mais je pense que c'est une bonne école, un bon lieu, l'école, pour adresser des questions comme le respect d'autrui, puis la régulation émotionnelle, puis etc. Tu sais, je pense que c'est nécessaire de le faire. Là, quand on tombe dans des questions identitaires, je sais pas. Tu sais, qu'est-ce que t'en penses, toi? Penses-tu que c'est un... Ben, tu sais, comment moi je le vois, mais aussi il y a plusieurs écrits justement qui nomment l'espèce de courant de la littérature sur l'éducation positive, ce que l'école devrait peut-être aller au-delà de juste les matières classiques. Fait il y a quand même un appui là, mais l'idée que j'ai aussi, c'est qu'il y a certaines choses qui peuvent se faire simultanément. Tu sais, en cours de français, là,
au lieu de parler, de faire une rédaction écrite sur, je sais pas moi. Mariage Abdelaine. Exactement. Ben, tu pourrais le faire sur. Ton livre préféré. Un livre préféré ou une personne qui t'inspire, puis pourquoi. Fait qu'il y a quand même des questions identitaires qui peuvent être abordées ou directement sur des questions identitaires. Fait qu'il y a quand même des choses là-dedans qui peuvent être créées en art aussi. Fait qu'il y a des choses qui peuvent se faire simultanément, puis des fois, c'est aussi dans la formation des professeurs, je pense. Je ne veux pas non plus mettre un débat, mais je pense que les professeurs sont peut-être sous-estimés. J'ai l'impression qu'ils ont tellement une grosse charge de travail. Ils ont un rôle. C'est presque. Ils connaissent peut-être plus l'enfant que les parents, en quelque sorte. Ils passent plus de temps avec. Fait qu'eux aussi, je veux pas. On met le stress qui peut être, ou l'anxiété qui peut être passée du professeur à l'étudiant, mais si le professeur, déjà au départ, il est comme pas nécessairement top shape durant la semaine, ben, il va avoir un impact. Fait que, ce sont des modèles aussi. Fait qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire au niveau de qui sont les professeurs, comment eux se sont développés. On ne veut pas non plus remettre tout le fardeau sur les professeurs, mais c'est un microsystème qui est vraiment tout interrelié. Fait que, de mon point de vue, puis je vais justement, le prochain balado, c'est avec la doyenne de la faculté d'éducation, puis on va vraiment aller parler directement sur le milieu scolaire, qu'est-ce que ça veut dire, la réussite éducative, justement, j'ai ce genre de discussions-là, on va les approfondir avec elle. Mais je pense qu'il y a quand même toujours de la progression puis de la place, parce qu'au bout du compte, qu'est-ce qu'on veut comme élève ou comme individu une fois qu'il va avoir terminé sa scolarité, puis on veut quelque chose qui va être bénéfique pour la société, qui va être redonné à la société, puis qui va être bon pour lui aussi comme individu. Fait qu'on veut quelqu'un qui est en santé, on veut quelqu'un qui est développé, qui sait où il s'en va. Fait que c'est là que moi, je me pose la question, est-ce que des développements identitaires, toutes les questions aussi, justement, habileté, relations sociales, gestion des émotions, est-ce qu'au bout du compte, à la fin de la scolarité, on ne voudrait pas quelqu'un, idéalement, qui puisse faire ou avoir quand même débuté, initié ou même s'être épanoui là-dedans? Moi, à mon point de vue, oui. Ensuite, le comment le faire, comme tu l'as nommé, l'école peut avoir le dos large, puis tu as juste tant d'heures dans une journée, puis tu as des choses de base. Il faut que la personne soit quand même capable de lire, de compter, d'écrire. Il y a des choses quand même de base. La question, c'est le comment. Je pense qu'une fois qu'on va s'être entendu sur qu'est-ce qui est important, on va pouvoir se pencher, mais je pense qu'on ne s'est pas encore entendu sur qu'est-ce qui est important. Ça me fait penser à une fois, Freud a été demandé à une école américaine. Quelqu'un a levé leurs mains, ils ont demandé, tu parles beaucoup de négatifs, de santé, de problèmes de santé mentale, mais comme, qu'est-ce qu'on est supposé de faire? C'est quoi les ingrédients d'une bonne personne? Puis apparemment, il a pris comme beaucoup de temps à réfléchir, puis il a répondu pour aimer puis pour travailler. Love and work and to love. Wow. Ouais. Mais je pense qu'à un certain point, l'école a un peu l'optique de nous aligner vers ce genre de direction de réflexion. C'est ça. Vraiment. Écoutez, il nous reste peut-être 20 minutes. Fait qu'on pourrait aborder la résilience, des trucs aussi, un peu plus côté solution. Puis ensuite, on va pouvoir clore le tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben ouais. Excellent. Ouais. Okay. Allons-y. Donc, on va aborder maintenant la 4e et dernière thématique de ce balado-là, c'est-à-dire la résilience, qui est justement un des concepts préférés en recherche. Avant de vous lancer une définition, j'aimerais en fait vous entendre sur qu'est-ce que c'est la résilience, puis pourquoi c'est important de s'y intéresser. Idéalement, si on peut aussi faire le lien avec les adolescents, la santé mentale, ça serait bon, mais on peut le faire aussi en 2 temps. Vas-y donc, Rob. All right. Donc, la résilience, c'est essentiellement un processus de capacité d'être un peu tenacieux ou d'être un peu, en anglais, on dit hardy. Souvent, la définition de résilience, c'est quelqu'un qui a fait face à de l'adversité, au trauma, à beaucoup de stress chronique à un certain moment, mais qui est capable de rebondir pour plein de raisons. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs de protection qui peuvent rendre quelqu'un plus résilient, mais c'est toujours un genre de mélange de facteurs de protection et facteurs de risque. Donc, par définition, pour être résilient, il faut faire face à de l'adversité. Donc, quand on parle de facteurs de résilience, le soutien social, c'est un qui ressort le plus souvent comme facteur extrêmement important. Le support parental, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi. Mais il y a aussi beaucoup d'autres facteurs, plus de personnalité, donc un sens de cohérence dans la vie, un sens de purpose in life. C'est toutes des caractéristiques qui augmentent beaucoup le sentiment de résilience. Puis ça, c'est basé sur des études qui ont été faites
chez du monde vraiment dans des situations de grande adversité. Donc, on parle de prisonniers ou du monde qui ont vraiment fait face à une menace à leur survie. Ouais, qui ont vécu la guerre aussi, il y a certaines études dans ce milieu-là. Puis je pense qu'il y a certains traits de personnalité aussi qui sont associés à une résilience plus élevée, comme une plus grande ouverture d'esprit. Tu sais, ce qu'ils appellent le openness, là, c'est le Big Five. Ouais. Donc, tu sais, si tu as une plus grande ouverture d'esprit, tu as une plus grande facilité à voir les avenues possibles qui peuvent ressortir d'une situation difficile. Ouais. Versus quand tu es plus fermé puis que tu as un chemin possible, envisageable, ben là, le fait de vivre quelque chose qui déroge à ce plan-là, ben, tu tombes plus rapidement au sol, finalement, là, suite à cette exposition-là. Puis ce que je voyais aussi dans certains cours, c'est que le terme résilience devrait, par définition, être utilisé, comme Rob le disait, dans un contexte de trauma. Fait que quand on vit une situation qui est traumatique, comme un abus, la guerre, etc., comme Rob le disait. Tandis que quand on parle de la vie quotidienne, des stresseurs de la vie quotidienne qui peuvent être très élevés, là, comme une rupture amoureuse, ça peut être extrêmement stressant, extrêmement souffrant. Perdre un emploi, perdre un proche, etc., c'est des situations très stressantes, mais qui ne sont pas traumatiques à proprement parler, telles que la définition de traumatique l'entend. On devrait plutôt parler de capacité d'adaptation. Okay. À quel point je suis capable de m'adapter à ces bumps in the road, finalement. Ouais. Moi, quand j'ai étudié un peu la résilience, j'ai l'impression qu'il y avait comme peut-être deux conceptions, peut-être plus, là, mais il y avait une conception qui c'était comme, OK, l'individu fait face à une difficulté, un défi, et réussit à passer à travers sans être trop amoché, en quelque sorte, sans vivre trop de problématiques. Revient à son niveau de base. Revient à son niveau de base, exactement. Puis il y avait une autre conception que c'était l'individu, oui, passe à travers la difficulté, réussit à passer à travers, mais ne revient pas à son niveau de base. Au contraire, atteint un niveau plus élevé. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça, c'est la croissance post-traumatique. Ouais. Okay. Moi, je dirais aussi, il y a un troisième profil, c'est que c'est pas toujours que la personne est un baseline ou qui améliore. Il y a certaines, comme j'ai mentionné, tu sais, le monde peut être bien à l'école, avoir des bonnes notes, puis d'avoir pas de symptômes d'externalizing, mais avoir une charge allostatique élevée. Est-ce que cette personne est considérée résiliente? Oui, si on regarde leurs notes, si on regarde leur comportement, mais pas si on regarde leur physiologie. Donc, je pense que la résilience est vraiment conçue comme quelque chose de multiniveau. Donc, je vais donner un exemple. On peut être dépressif, mais résilient. Ouais. Tu sais, imagine quelqu'un qui a fait face à une guerre, qui est un peu dépressif. On ne va pas dire parce qu'ils sont dépressifs, ils ne sont pas résilients. Ils ont fait face à une guerre. Tellement. Il pourrait être pire. C'est ça. Ouais. Donc, je pense qu'il y a aussi la résilience doit être vue comme quelque chose avec plein d'aspects dans la vie de la personne. Puis l'autre aspect, c'est que pas tout le monde va être résilient. Puis je pense aussi, ça, c'est quelque chose, il faut faire un peu attention de ne pas mettre trop l'accent sur seulement la résilience parce que je pense que la résilience, si on regarde les études populationnelles, ça représente peut-être 1/3 d'une population qui va développer ce profil. Il y a un autre tiers qui vont être vraiment vulnérables, puis un autre tiers qui ne va pas avoir trop de différence. Donc, c'est quand même, on ne veut pas se limiter à regarder juste 1/3 de la population. Non, c'est Mais ça m'amène à la question, la résilience, est-ce qu'on est résilient avec NAIT ou est-ce qu'on peut bâtir, cultiver la résilience? Je pense qu'on peut le bâtir, puis c'est vraiment en développant les facteurs de protection. Donc, comme Catherine a mentionné, tu sais, l'ouverture, tu sais, le monde qui lit beaucoup, qui sont curieux, qui sont cultivés, puis qui cherchent la culture, c'est souvent du monde qui ont une bonne attitude vis-à-vis des stresseurs dans la vie. Puis je pense, je donne juste ça comme exemple, mais il y a plein d'autres choses aussi. Quand on parle de tous les comportements de santé, donc l'exercice, bien manger, ça, c'est aussi tous des comportements qui peuvent booster la résilience d'une certaine manière. Définitivement. Puis aussi les facteurs environnementaux, en fait, qui sont environnementaux et personnels, soit d'accepter de s'exposer à des situations qui sont risquées, entre guillemets. Puis là, je suis pas en train de dire conduire à reculons sur l'autoroute, là, mais ce que je veux dire, c'est un risque. Oui, exactement. Tu sais, risquer de changer d'emploi. Ouais. Risquer de changer de programme, risquer d'aller dans des activités où on n'irait pas en général. Donc, accepter de s'exposer au stress, finalement, contribue aussi à bâtir une résilience. Ça me vient à un point qui a été développé par un chercheur, Sean Koff,
puis Bruce McEwen, qui était le père de la charge allostatique, les deux ensemble ont décidé de faire la distinction en 3 types de stresseurs. Donc, les stresseurs positifs, les stresseurs tolérables, puis les stresseurs toxiques. Puis c'est vraiment un mélange de stresseurs tolérables puis les stresseurs positifs qui peut augmenter une résilience chez les adolescents. C'est un peu ça qu'on appelle l'inoculation au stress. Exact, ouais, exactement. C'est ça. Dans le fond, le concept d'inoculation au stress, c'est de dire si je t'expose graduellement à des hormones de stress au cours de ta vie, fait que faire des petites sorties qui tu trouves un petit peu stressant, exactement. Donc, un mix de positif et de tolérable, là, de ce que j'entends de la définition. Ben, après ça, quand tu fais face à un stresseur plus marqué, tu vas te réguler plus rapidement suite au stresseur. Fait que par exemple, le décès d'un proche, c'est une situation qui est extrêmement difficile à vivre. Si tu fais face à des stresseurs plus tolérables auparavant, tu vas t'en remettre, entre guillemets, plus rapidement, en tout cas d'un point de vue biologique. Okay. Vraiment intéressant. Fait que je comprends qu'il faut quand même s'exposer à des défis, des difficultés, des stresseurs pour être apte vraiment à développer notre résilience ou nos capacités à faire face, puis à gérer, puis à passer au-delà de la difficulté. Mais il faut que ces défis-là ou ces stresseurs-là soient quand même pas... je vais faire référence en psychoéducation puis aussi avec Vygotsky, il ne faut pas qu'il soit inhibant. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il soit trop gros au point que là, tu n'es pas capable de le gérer puis c'est comme, il te rentre dedans. C'est parce qu'il ne faut pas vivre que des échecs. Exactement. Là, exactement. Puis je pense que ça, c'est un bon exemple où le parent peut jouer un rôle super positif. Ben oui, exactement. Il n'y a rien de pire que d'accompagner l'enfant à éviter tout ce qui le stresse. Tu sais, fait qu'un enfant qui a peur d'aller dans une fête d'amis puis dit OK, on y va pas, on va rester à la maison, on va faire la même activité qu'à tous les samedis matins. Un enfant qui est très stressé à l'idée de s'inscrire à une nouvelle activité parascolaire, le parent qui l'encourage à OK, mais on n'ira pas, tu sais. Donc ce que Sonia appelle des parents hélicoptères, là, Sonia appelle ça comme ça. Ben parce que là tu viens encourager l'enfant à éviter constamment et donc tu l'empêches de vivre des succès à réguler son propre stress à lui. Ouais. Donc, ça vient limiter finalement les chances qu'il se développe cette résilience-là. T'sais. Vraiment intéressant. Est-ce qu'entre la résilience et la santé mentale, il y a des liens, selon vous? Je sais pas si... Absolument, oui. En général, quand on parle de résilience, on parle vraiment d'une santé mentale plus forte, généralement, que la norme. Donc, du monde qui vont faire face à beaucoup de stress, mais qui vont pas nécessairement être diagnostiqués avec des maladies. Mais il y a beaucoup de monde qui sont considérés résilients, mais qui ont eu toute une panoplie de diagnostics auparavant. Donc, il y a aussi ce concept-là le plus que le monde a été inoculé avec certains troubles auparavant, le plus sont capables de trouver des stratégies pour faire face à les combattre à l'avenir. Vraiment intéressant. Ah, c'est super cool. Fait qu'il y a des liens entre la résilience, la santé mentale. On peut peut-être, justement, dans les quelques minutes qui nous restent, il reste à peu près 10 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis, principalement, la période de l'adolescence, mais j'imagine qu'il y a quand même des éléments qui sont un peu toute tranche de vie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer la résilience des adolescents, selon vous? Ben, moi, je pense qu'il faut les encourager à essayer des trucs, même s'ils sont stressés de le faire. T'sais, par exemple, justement, comme on le disait un petit peu plus tôt, s'inscrire à des activités parascolaires, même si l'adolescent, on sent qu'il y a une certaine réticence parce que, bon, c'est un groupe de pairs qu'il connaît pas, n'a pas le goût de s'exposer à cette situation-là, mais qu'on sait que c'est un intérêt qui est fervent chez cet ado-là, tu sais, de par exemple jouer aux échecs ou je sais pas, moi, au soccer, etc. Essayer de l'accompagner en tant que parent ou en tant que prof ou même en tant qu'ami à venir s'exposer à ce type de situation-là. Je pense que ça peut être une bonne stratégie. Puis deuxièmement, je pense qu'il faut que nous, intervenants, profs, parents, etc., on se soutille à poser les bonnes questions aux ados, qu'on se soutille à vraiment venir aborder ces sujets-là qui peuvent être difficiles à aborder chez les adolescents parce que l'adolescence est associée à beaucoup de problèmes d'intériorisation, c'est-à-dire que les ados vont vivre un repli sur eux, vont vivre plus de rumination qu'au cours de l'enfance. Fait qu'on peut avoir, par exemple, en tant que parent, toujours eu un enfant qui s'exprime dès qu'il y a un petit bobo à quelque part, puis dès qu'il s'ennuie, etc., etc. Puis là, tout à coup, à l'adolescence, l'ado se replie sur lui. Puis là, le parent peut penser que ça va bien, puis peut penser que c'est juste parce qu'il y a un intérêt pour les jeux vidéo puis son téléphone, puis... Mais c'est de l'évitement. C'est de l'évitement un peu, ou c'est
par manque de connaissances dans certains cas, on le sait pas que ça ressemble à ça, un ado déprimé, par exemple. Apprendre à poser les bonnes questions à cet ado-là, apprendre à dire, est-ce que tu aimerais ça qu'on en discute? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que je suis la personne à qui tu as envie d'en parler ou est-ce que je pourrais pas, au contraire, t'aider à aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un d'autre? Surtout cette personne-là, à l'adolescence. Ben surtout, ouais, définitivement, cette personne-là, ça peut être l'infirmière à l'école, ça peut être ta tante, ça peut être ton père, peu importe. Ton grand frère, est-ce que je peux t'aider dans ce processus-là? Puis est-ce que tu aimerais que je te donne des ressources si j'en trouve? Il n'y a rien de pire à faire que d'acheter, par exemple, un livre à l'adolescent puis à le laisser sur son bureau dans sa chambre, mais on n'en parlera pas. Dépression chez les jeunes, je te laisse ça là. Puis, c'est vraiment d'apprendre à établir un contact auprès des adolescents. Je pense que c'est important. Puis, à ce niveau-là, les médias sociaux jouent un rôle important. Il y en a plein de ressources en ligne. On peut essayer aussi de s'outiller nous-mêmes pour pouvoir avoir finalement ce discours-là auprès des ados. Je pense que ça peut être une avenue. Ben, vraiment intéressant. Tu as nommé pas juste acheter un livre, le donner à l'adolescent puis pas en parler. Un des stresseurs qui est sorti dans mon mémoire, c'est qu'il nommait les affiches à l'école, que c'était un stresseur. Pourquoi? Mais plus particulièrement les affiches qui mettaient l'emphase sur le problème. Mettons, des affiches qui nomment juste le nombre de dépressions par année. Oui, l'optique derrière ça, c'est de sensibiliser, sensibiliser à certaines problématiques, mais eux, ils nommaient que eux, ça les stresse. Puis ça rend déprimant, ce genre d'affiche-là, ou les troubles alimentaires, t'écris juste troubles alimentaires, puis tu vois presque pas les solutions. C'est un bon point. Versus de dire, la psychothérapie aide à la réduction de 30% des symptômes à l'intérieur de 12 séances. Non seulement il y avait ça, de mettre plus d'emphase sur le positif, sur les affiches ou sur les messages de prévention, en fait, en général, mais aussi d'en parler. Eux, ils nommaient, des fois, la seule aide qu'on peut avoir, c'est grâce aux affiches. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis, tu sais, on voit tous ces problèmes-là sur les affiches, mais on n'en parle jamais. Tu sais, là, je comprends que c'est pas... C'est la perspective d'une personne. Je sais qu'il y a des ateliers qui en parlent, mais c'est peut-être pas si courant que ça d'avoir des ateliers ou juste la relation parent-enfant, comme tu nommais, d'aller parler de certaines problématiques ou d'aller réorienter vers la bonne personne pour aborder ces problèmes-là. Ah, vraiment. Puis, tu sais, mon but ici, c'était vraiment pas de dire les parents ne le font pas. Tu sais, c'est pas de dire ça. Je pense que les parents n'ont souvent pas l'information de comment le faire, comment on aborde ça. Tu sais, je veux dire, nous, on peut bien en discuter. Là, tu sais, on a un doctorat en santé mentale, là, c'est correct. Là, tu sais, on sait un petit peu comment, mais c'est pas tout le monde qui a navigué dans ce milieu-là puis qui savent même où aller chercher ces informations-là, alors qu'il y a des sites qui permettent vraiment de montrer de A à Z, première question que tu peux poser à un ado, la voici. La seconde, la voici. Je pense que de s'outiller, de donner ces ressources aux parents, ça peut aussi être une avenue importante. C'est pour ça que c'est intéressant, je trouvais le rôle de l'école. Quel est le rôle de l'école? Éducation, mais il y a peut-être un rôle d'éducation au niveau de la santé mentale, au niveau des élèves, mais peut-être justement au niveau aussi des parents ou des intervenants aussi à l'école en tant que tel. Absolument. Je pense aussi que la santé mentale, on a trop la tendance de penser d'une perspective négative. Donc, c'est quand quelqu'un est dépressif qu'on en parle, ou quand quelqu'un est anxieux socialement. Mais c'est un continuum. Puis je pense d'aider les étudiants à vraiment apprendre comment définir certains termes, puis de dire « je me sens déprimé aujourd'hui » ou « je me sens anxieux », puis de vraiment identifier c'est quoi la source de cette émotion. Je pense que c'est extrêmement important. Je pense aussi le monde a besoin, à l'école secondaire particulièrement, de savoir comment ils sont capables de gérer leur stress au quotidien. C'est quoi leur façon de combattre le mammouth. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être développé vraiment à l'adolescence d'une manière assez importante pour leur donner la chance d'être capable de développer des bonnes habitudes pour l'avenir. Puis c'est pas en les cachant du monde que ça va se faire. C'est vraiment en les exposant puis en les donnant les outils nécessaires pour être capable de le faire. C'est sûr, c'est pas facile tout le temps. Il y a des grandes disparités socio-économiques entre les ressources d'écoles, mais je pense même dans des écoles défavorisées, il y a beaucoup de ressources sociales qui peuvent être développées pour aider les jeunes dans l'absence d'ordinateurs high-end ou d'une équipe de football style American. C'est pas chaque université ou chaque école qui ont ça. Définitivement. Mais en plus, c'est super intéressant ce que tu nommes. Ça ramène vraiment à la prochaine dernière dernière suggestion de discussion. C'était justement les facteurs. Par exemple, tu as nommé que
les ressources économiques sont pas nécessairement, ou sociales, économiques, sont pas nécessairement tout le temps les mêmes. Moi, dans mon mémoire, les participants ont nommé des facteurs apaisants. Le facteur apaisant qui est le plus souvent ressorti, ça ne veut pas dire que c'est le plus important, mais celui qui a été le plus souvent nommé par les adolescents, c'est la nature. Ensuite, il y a eu les relations sociales. C'est cool. Ensuite, il y a eu les relations sociales et l'activité physique. Fait que moi, je vois ça comme étant quand même des... Je vais vous poser la question, mais ça m'a l'air que ça ne coûte pas nécessairement beaucoup d'argent. Oui, ça va coûter beaucoup d'argent si tu veux aller faire une expédition à Hawaï dans la nature, mais tu as accès à la nature quand même assez facilement. Les relations sociales, on peut jouer sur la qualité des relations sociales, mais l'activité physique, on dirait que c'est tous des éléments qui peuvent être accessibles facilement. Fait que je vais vous poser la question, pensez-vous que c'est des bons facteurs apaisants? Puis qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vraiment, il y a des études assez solides qui ont montré des effets positifs de chacune des activités que tu as nommées sur la santé mentale puis sur le stress biologique. On les voit comme étant très accessibles parce que, bon, tu regardes la map, par exemple, de l'île de Montréal, puis tu te dis, ben, il y a le Mont-Saint-Bruno juste là, puis il y a ci, puis il y a ça. Donc, c'est accessible, entre guillemets, mais je pense que c'est pas nécessairement accessible d'un point de vue subjectif pour tous les ados. Il y a des ados qui ont été beaucoup moins exposés au sport, à la nature, même aux interactions sociales, etc., que d'autres. Puis je pense qu'il faut leur montrer que c'est disponible. Puis c'est une bonne façon de prouver aux ados que c'est important de le faire, c'est justement en leur montrant des chiffres par rapport à ça. C'est en faisant vraiment de la psychoéducation. Il y a des études qui ont démontré que quand tu habites proche d'un parc dans une ville urbaine, la santé mentale est plus positive. Là. Puis là, on parle de, en termes de mètres ou de kilomètres d'un parc, là, parce que tu as plus de chances d'aller t'y promener. Ben, exactement. T'sais. Donc, bref, je pense que c'est important d'éduquer aussi à ce niveau-là, puis tout simplement de leur expliquer. Quand tu passes plus de temps dehors, ça amène à moins de symptômes dépressifs, moins de stress subjectif, etc. Puis il y a plusieurs cours de psychoéducation, d'activité physique aussi dans les écoles qui le font. Je veux dire, moi, j'habite à côté du parc Maisonneuve, puis je les vois, là, les écoles passer avec leur ski de fond sur leurs épaules en hiver. Puis je pense que c'est une excellente chose, justement, quand c'est possible d'être jumelé au cursus scolaire, de leur montrer, mais gars, on va y aller jouer dehors. On va le faire ensemble, puis tu vas voir que c'est le fun, puis tu vas voir qu'après avoir fait 1 heure de ski de fond, tu te sens bien. Je pense que c'est une bonne ou quelque chose d'autre. Je pense aussi, les sports, il y a un peu la pression sociale de conformer, mais d'être capable de trouver un sport personnel qui te plaît, que ça peut être des sports plus d'équipe ou ça peut être des sports très solitaires. D'exposer à tout ça, pour qu'ils puissent découvrir c'est vraiment intéressant. Genre quand ils prenaient leurs photos, il fallait qu'ils inscrivent un petit message ou des fois, ils exprimaient aussi en discussion qu'est-ce que ça voulait dire. Puis ils nommaient, entre autres, d'aller en nature, ça me permet de penser à rien. Ça me permet de prendre une pause, de décrocher des problèmes de l'école, entre autres. Fait que, il y a quelque chose de... C'est beau aussi. C'est apaisant d'être entouré. C'est sûr que cette école-là, c'est à côté d'une forêt. C'est une question que j'allais te poser, parce que moi, je pense pas que c'est quelque chose qui serait ressorti au secondaire. Je veux dire, j'étais en plein milieu de l'île de Montréal. Là, je pense pas que c'est un facteur qui serait ressorti nécessairement. C'est possible. La littérature nomme par contre que justement l'intervention par la nature peut se faire... En fait, les bénéfices de la nature peuvent être possibles par l'entremise de différents moyens naturels. J'en ai aucun doute. Par exemple, faire du jardinage à l'école. Ça peut être juste des sorties éducatives, justement. On l'a nommé soit en forêt. Il y a des interventions qui peuvent être faites aussi en forêt, un cours d'eau, d'aller marcher dans un parc, faire des activités physiques, des cours à l'extérieur quand c'est possible aussi. Je pense que c'est un mouvement que j'ai cru voir de plus en plus, justement, avec la pandémie. Moi, j'ai fait cardio-poussette, j'ai adoré ça. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que plus les ados sont exposés, plus ils ont de chances de le nommer comme étant un facteur de protection. Puis d'où l'importance d'en discuter au plus grand nombre, vraiment. OK. Ben écoute, je sais pas si vous avez... Je pense que ça va clore pas mal merci beaucoup. Merci à toi. Je sais pas si vous avez des derniers mots, messages clés que vous pensez que c'est super important à passer. Ben non, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon de la problématique. Puis je te remercie encore une fois de nous avoir invités. C'était bien plaisant. Ben merci beaucoup à vous. Écoutez, moi, je suis juste comblé. On a parlé tellement de belles choses. Fait que on va suivre la suite des choses, puis je pense que c'est une belle discussion à avoir. Merci beaucoup à vous. Et félicitations pour tes travaux. Merci beaucoup. On va poursuivre tout ça, là. Ben écoutez, à la maison, merci beaucoup. Je m'appelle Rémi Parbeauchemin, étudiant à la maîtrise en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. J'espère que ces discussions-là vous ont sensibilisé, éduqué, stimulé au niveau de la santé mentale, le rôle du stress, puis le milieu scolaire également. Et
restez à l'affût. Il va y avoir d'autres balados qui vont parler justement avec d'autres invités, d'autres experts, parler de d'autres thématiques reliées à ça. Donc, je vous dis un gros merci pour votre écoute et à bientôt.